Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis toujours au Cambodge, je suis à Koh Lach. C'est une petite île qui est faite de la soie notamment et qui est à quelques dizaines de minutes seulement de Phnom Penh, et ça ressemble beaucoup à la campagne profonde alors que finalement t'es à 3 fois rien de Phnom Penh. Donc ça c'est rigolo, c'est un endroit très calme et très reposant. Bref, petit aparté terminé. Je voulais te parler aujourd'hui en fait de la création de sociétés à l'étranger en 2018 parce qu'il y a plein de choses qui vont bouger à partir du 1er janvier 2018 et parce que il y a plein d'opportunités qui existaient avant et qui se sont un petit peu fermées. Alors ce qu'il faut comprendre en préalable, c'est que les États en fait vivent de l'impôt, c'est-à-dire que tu vois, avoir une société en France, ça t'oblige à récolter la TVA, ça t'oblige à payer des charges sociales, ça t'oblige à payer plein de choses, et tout ça, ça sert à financer le système. Bref, les États, eux, ont intérêt à faire perdurer ce système, et pour ce faire, tu as des pays comme les États-Unis qui ont introduit la taxation au passeport, comme ça, il n'y a pas de question à se poser, tu es américain, tu payes. Alors, il y a toujours des échappatoires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tout simplement décidé d'abandonner la nationalité américaine et qui ont acheté un nouveau passeport et effectivement c'est un calcul financier qui peut se faire, d'autant que les États-Unis n'ont pas forcément toujours bonne presse aux quatre coins du monde et que ça peut être parfois un frein même d'avoir un passeport américain. Bref, concernant les États occidentaux d'une manière générale et plus particulièrement la France et l'Europe, il y a quand même un point qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont tous mis d'accord pour dire qu'il fallait effectivement contrôler un peu mieux les flux financiers, et de là est sorti l'échange automatisé d'informations qui fait que, par exemple, si tu as un passeport français et que tu as un compte en Suisse, c'est plus possible depuis longtemps parce qu'il y a eu tellement de scandales que ça a été arrêté, mais si tu as un compte à l'étranger, eh bien, ne serait-ce que parce que le pays dans lequel tu as ce compte, il a signé cet accord, et il y en a beaucoup en l'occurrence, eh bien, l'établissement financier transmettra automatiquement à l'État français le solde de tes comptes. Tout ça pour faire quoi en fait? Eh bien, c'est pour lutter contre la fraude fiscale, parce que c'est pas illégal d'avoir un compte à l'étranger, comme c'est pas illégal d'avoir une société à l'étranger. Ce qui est illégal, c'est ce que faisaient certains ministres et beaucoup d'autres, c'est de vivre en France, de profiter du système, tout en planquant leur argent en Suisse ou ailleurs, peu importe où d'ailleurs, c'est aucune espèce d'importance, mais ça veut dire qu'en fait les gens ils jouaient pas qu'un franc jeu en réalité, parce que tu peux pas à la fois être dans le système et hors du système, il faut choisir. Moi j'ai fait ce choix, c'est de partir totalement, donc j'habite plus en France depuis 2010 et mes sociétés effectivement sont à l'étranger pour des raisons qui sont autres que fiscales, et je vais t'en parler un peu plus précisément. Alors la question c'est pourquoi avoir une société à l'étranger? Encore une fois, c'est pas interdit. Quand tu as des actions Apple qui est une société américaine, on te met pas en prison pour ça. Ce qui est interdit, c'est par exemple si tu touches des dividendes d'Apple, de ne pas les déclarer. Tu vois, c'est un peu ça la logique. Mais en réalité, moi, si j'ai créé ma première boîte à l'étranger, en fait, eh bien c'est parce que je partais vivre en Asie et que j'avais besoin d'une structure qui était plus proche de moi, parce qu'à l'époque, la BNP, elle était infoutue de faire quelque chose qui soit cohérent avec mon mode de vie, c'est-à-dire moi il me fallait un compte multi-devise impérativement, parce que tu vois les taux de change quand tu habites dans un pays fluctuent tout le temps, et donc pour avoir un compte multi-devise, c'est pouvoir comme ça un peu stocker de la monnaie quand elle est au plus haut et puis la dépenser tu vois au fur et à mesure. Donc il y a plein d'avantages à le faire comme ça. Il y a également un autre avantage qui est colossal, c'est quand tu travailles avec des clients aux quatre coins du monde, ça te permet de recevoir dans leur monnaie locale et pas tu vois d'avoir des trucs un peu branque-ballant où tu vas leur faire des factures en euros qui vont payer en taux de change. Enfin, ça complique beaucoup le système. L'autre point, eh bien, c'est également d'avoir une comptabilité qui est beaucoup plus souple. C'est-à-dire que dans plein de pays, la comptabilité elle n'est pas obligatoire. Quand tu es en France, faire de la comptabilité pour une boîte qui encaisse à l'international, enfin une fois en dollars, une fois en euros, une fois en machin, une fois en truc, c'est infernal. Enfin, j'ai eu 2 SARL en France, je sais ce que c'est la compta, j'ai eu plusieurs dizaines d'employés, donc je sais exactement tout ce que ça implique en termes de paperasse, et j'avais pas envie de repartir avec ce type de truc. Par ailleurs, et puis le dernier point, c'est que il y a maintenant une loi qui est entrée en vigueur qui permet à l'État de se servir sur ton compte bancaire en Europe. C'est-à-dire que si tu te souviens un peu de Chypre, quand il y a eu voilà, un besoin d'argent, eh bien les gens ont un peu gueulé, mais bon, l'État a quand même fait passer ça, c'est qu'ils sont servis sur les comptes, alors pas sur tous les comptes, mais ils ont validé le principe que ça marchait et que c'était possible, et du coup ça a été transcrit également dans le droit français. Aujourd'hui, l'État peut effectivement se servir sur ton compte bancaire. Il y a des conditions spéciales évidemment qui ne vont pas le faire tout de suite, mais bon,
Toujours est-il que ne pas être propriétaire de tes économies, c'est quand même largement fâcheux et que c'est un tant soit peu dangereux. Voilà, quand tu es entrepreneur, que tu prends en plus tous les risques et de devoir te dire que tu n'es même pas peut-être propriétaire de ton argent, enfin tu l'es déjà rarement, mais en réalité là on peut te le prendre sur simple défaillance de l'État, donc c'est quand même un point qui moi m'inquiète beaucoup. Alors voilà un petit peu pour mes raisons qui m'ont poussé à monter une société à l'étranger, mais parce que moi-même je vivais à l'étranger et que c'est plus cohérent d'avoir une société à l'étranger. Tout simplement, après, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé entre le moment où j'ai créé ma première boîte à l'étranger, effectivement à Hong Kong, et maintenant, c'est qu'il y a de nouvelles règles, effectivement, qui sont entrées en ligne de vigueur. Il y a eu des gros scandales comme celui d'HSBC, où en France, ils ont démarché des particuliers pour échapper à l'impôt. Enfin bref, il y a eu quand même des tonnes de trucs qui ont fait que il y a eu des lois, il y a eu des règles, il y a eu des pressions qui ont été faites sur les établissements bancaires, notamment par exemple un Américain, s'il va à Hong Kong, il pourra créer une société à Hong Kong, mais en attendant, aucune banque n'a le droit de lui ouvrir un compte bancaire parce qu'il a le passeport américain. C'est une demande des États-Unis et effectivement maintenant tout le monde la respecte. C'est-à-dire américain, c'est presque toujours voué à l'échec. Alors il y a des moyens de filouter, mais je dirais que pour la masse, du moins, c'est plus possible. Et c'est ça qui compte en fait au niveau des États, c'est que la masse reste dans le rang. Après, il y a toujours des moyens de créer des boîtes, il y a des fondations en France, il y a des gens qui se débrouillent très bien avec ça, mais là on parle de grosses fortunes, donc évidemment ça concerne une infime fraction de la population. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec le net, il était possible il y a quelques années de créer des boîtes en 3 clics et effectivement d'avoir accès à des prestations qui étaient jusqu'alors réservées à des grosses fortunes, quoi. Et c'est ça en fait qui dérange les États. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout ça en fait, eh bien, c'est un mécanisme de survie en fait des États pour effectivement qu'ils puissent continuer à vivre de l'impôt tout simplement. Alors pour être un peu plus pratique, qu'est-ce que ça change aujourd'hui et où est-ce que tu peux monter une société à l'étranger facilement? Alors il y a encore plein de juridictions qui existent, il y a des contraintes. Bon, Panama par exemple, tu vas toujours pouvoir en créer une, simplement si tu envoies une facture en tête de Panama à une boîte française, elle va risquer le contrôle fiscal, quoi. Parce qu'il y a eu un énorme scandale il n'y a pas très longtemps en France à cause de ça, et que maintenant c'est inscrit sur la liste noire des paradis fiscaux. Donc il faut déjà éviter tout ce qui est paradis fiscaux. Paradis fiscaux, il y a une liste officielle, c'est pas quelque chose, tu vois, Hong Kong n'est pas un paradis fiscal. C'est pas parce qu'il n'y a pas de taxe que c'est un paradis fiscal, c'est parce que en fait ils sont ou non inscrits sur une liste qui voilà fait que les échanges financiers entre une banque française par exemple et une banque d'un État considéré comme étant dans un paradis fiscal devient louche, suspect et requalifiable par le fisc. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Donc il reste encore plein de juridictions, mais c'est plus compliqué qu'avant, c'est-à-dire que maintenant on va te demander surtout d'arriver avec de l'argent. Avant, tu n'étais pas obligé, tu n'étais peut-être même pas obligé de rencontrer les banquiers. Moi j'ai pu le faire à une époque, c'était une époque un peu lointaine et ça c'est totalement terminé maintenant. Ça veut dire qu'il faut, enfin, tu vois, ça va mettre une barrière d'entrée à la création de la boîte qui est plus importante. De la même manière, tu as des juridictions qui sont plus chères. Dubaï, par exemple, à mon sens, est la seule vraie alternative viable et valable, parce que Dubaï, c'est un ticket d'entrée qui est à peu près à 10 000 €. Alors, c'est pas très cher, effectivement, quand tu regardes qu'il n'y a pas de comptabilité, qu'il n'y a pas de déclaration à faire, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Enfin bref, il y a zéro impôt. Donc, évidemment, ça se calcule. Mais ce que j'entends par là, c'est que eh bien, tu vois, il faut quand même arriver avec 10 000, il faut arriver avec un dossier, il faut arriver avec des contacts, enfin, tu vois, c'est plus monter une boîte à 500 ou 1000 balles sur Internet, quoi. Là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus sérieux. La contrepartie de ça, c'est que tu peux avoir accès à des services comme la résidence fiscale qui te mettent à 100% dans la légalité avec le fisc. Et ça, c'est parfait, effectivement, si tu veux avoir une vie d'entrepreneur international, c'est-à-dire là, pour le coup, tu peux effectivement avoir des outils, avoir une structure qui te permet de faire à peu près tout ce que tu veux en matière de projet. Et un point que je n'ai pas abordé tout à l'heure, en fait, dans la création d'entreprises à l'étranger, c'est la protection juridique. C'est-à-dire que quand tu as une boîte en France, tu es soumis à la loi française. Quand tu es à Hong Kong, tu es soumis à la loi de Hong Kong, en fait. Donc il y a des limitations à ce que je dis, évidemment, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu vois, il y a des règles qui sont différentes, et en matière de business, par exemple, c'est un inconvénient. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plein de boîtes qui sont en Irlande et pas en France, parce que la protection sur les données, notamment, elle est beaucoup plus souple en Irlande, pour l'instant du moins, encore une fois, qu'elle ne l'est en France. Donc il y a vraiment, encore une fois, toute une stratégie, des raisons très pratiques à avoir une société à l'étranger.
Donc à mon sens, eh bien, il reste encore plein d'alternatives. Voilà, si tu regardes sur les sites sur internet qui parlent de création de sociétés offshore, eh bien tu vas trouver différentes juridictions. Donc regarde bien quand même malgré tout. Moi, il y en a que 2 ou 3 que je considère comme sérieux. Ouais, je parle même pas des intervenants, je parle juste des juridictions en elles-mêmes. Il y a des trucs qui sont un peu en vogue comme les boîtes au Delaware, mais ça, moi, je me méfie vraiment de ça pour une raison qui est simple, c'est que tu rentres dans les petits papiers de l'oncle Sam et lui en fait côté fisc il est quand même très revanchard. Faut pas oublier que Al Capone il n'est pas tombé en fait pour meurtre, pour trafic, mais pour fraude fiscale. C'est pour te donner un ordre d'idée en fait du côté pointilleux du fisc américain. Et moi ça me fait un peu peur de devoir, tu vois, commencer à avoir une boîte, à faire des déclarations là-bas, à avoir un numéro d'identification sociale etc. Donc je me méfie beaucoup de ça et c'est pour ça que le Delaware, même si c'est poussé par Stripe avec Stripe Atlas, c'est pas quelque chose que je regarde d'un œil un peu serein, quoi. Donc je me méfierais de ça. Moi je recommanderais Dubaï évidemment parce que voilà, c'est une juridiction qui est totalement indépendante où il n'y a pas de pression qui est faite aujourd'hui. Dubaï c'est enfin les Émirats du moins, puisque c'est un regroupement de pays producteurs de pétrole. Ils sont pas à la rue, ils n'ont pas besoin des Américains, ils n'ont pas besoin de l'Europe, et ça fait un vrai contre-pouvoir géopolitique. Alors ça a des avantages, des inconvénients, bref, on va pas rentrer dans la schématique après de tout ce qui est géopolitique et politique. On va parler juste d'entreprise, et après il nous reste Hong Kong, mais Hong Kong c'est devenu plus compliqué, et la Chine est un petit peu quand même subordonnée maintenant aux Américains, notamment Hong Kong. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins intéressant qu'avant. Enfin, c'est pas moins intéressant, c'est plus compliqué, quoi. Et c'est ça en fait qui fait que c'est devenu un peu plus difficile en fait d'avoir une vraie structure viable, un truc sérieux, pas un truc aux Seychelles ou machin. Enfin tu vois, quand on voit une facture qui émane du Seychelles, ça fait pas propre, quoi. Alors tu me diras après, si tu y vis, peu importe, et si tu vis à l'étranger, tu t'en fous un peu. Si tu bosses pas avec des entreprises, c'est pareil, tu t'en moques. Si tu fais du dropshipping, tu peux te dire que tu t'en fous. Mais quand tu regardes bien, en fait, il y a assez peu de juridictions qui utilisent à la fois Stripe, PayPal, et qui vont te permettre d'encaisser de l'argent. C'est ça le dernier point en fait dans la création d'entreprises à l'étranger, c'est d'avoir accès aux moyens de paiement qui vont te permettre de pouvoir fonctionner, parce qu'avoir une boîte c'est bien, mais après il faut encore pouvoir avoir l'argent qui arrive. Et c'est vrai que t'as PayPal à Dubaï, mais t'as pas Stripe. Ils ont un équivalent, mais tu vois, c'est moins souple. Donc c'est des compromis qu'il va falloir faire effectivement pour arriver à garder son indépendance en tant qu'entrepreneur. Bref, voilà pour cette vidéo sur la création d'entreprises à l'étranger. Je te mettrai un petit lien dans la description en fait si ça t'intéresse pour t'inscrire sur une liste spéciale où je te donnerai des infos là-dessus justement, et je vais en parler prochainement. Je devrais faire un voyage très rapidement là dans les semaines qui viennent, donc ça sera le moyen de t'en parler d'une manière un peu plus directe, parce que je vais pas faire des vidéos forcément sur YouTube a priori. Bref, je te dis à très bientôt dans la prochaine.